En 2018, donc, il a été décidé de classer le jardin public de Loches. Donc, pour un refuge LPO, donc, c'est 5 années. Donc, avec là, donc, la ville de Loches, le projet, donc, notre petit logo que vous pouvez voir, donc, qui est plus un symbole de biodiversité que uniquement d'oiseaux. Et donc, on a fait des actions pour ça. Alors, si ça veut y aller, parce que il veut pas. Ah, je suis maudit là. Hein. Il me passe pas mes diapos en fait. Je vais y arriver. Ok, bon, on va faire comme ça. Voilà, j'ai une autre présentation. Donc, un projet, donc c'est une signature d'une convention tripartite, comme je vous l'ai dit, donc avec la LPO France, la LPO Touraine et la collectivité. Donc, il y a des engagements que la collectivité doit respecter, des engagements que la LPO, souvent Touraine locale, doit respecter aussi. Et donc, il a été décidé de mettre 2 années d'action. Donc, souvent, on va voir un peu plus loin. La première, l'idée, c'est de partir d'un état initial. Donc, on part de l'état zéro, on va faire des inventaires. Et suite à ces inventaires, en fait, on va pouvoir dresser des préconisations de gestion. Et le but aussi, ce qui est très important pour nous, c'est d'associer la population locale, soit via les écoles, notamment avec un projet pédagogique, souvent de 3 séances, ou soit le grand public. Donc, il y a peut-être des gens qui avaient participé à une sortie qu'on a réalisée, et aussi d'associer le personnel technique, qui est très important, qui travaille sur place. Donc, je pense notamment à une personne, s'il m'entend, notamment Rudy, qui est le jardinier qui est vraiment sur site et qui m'a énormément aidé pour des inventaires. Donc là, ce projet donc a un coût évidemment et donc est financé par la mairie de Loches, par la collectivité. Alors j'ai mis des petits effets spéciaux, ne vous inquiétez pas. Donc, pour qu'un projet il puisse marcher, ce qui est important pour nous, c'est que le public local, donc les habitants, donc les Lochois et les Lochoises, ou les Lochoises et les Lochois, soient vraiment partie prenante de ce projet. Si les gens, si c'est uniquement la collectivité qui propose, ça n'a aucun intérêt. Parce que si les gens voient un petit peu ce qu'on réalise et ce qu'on va pouvoir produire au bout des 5 années, c'est hyper important. Et l'idée aussi, c'est une vision qui se passe évidemment sur une collectivité bien précise, donc la mairie de Loches, mais c'est un petit peu de changer, l'idée c'est de changer un petit peu l'état d'esprit aussi, de voir un petit peu ces espaces, non plus gérés comme des espaces verts, j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça, mais plutôt comme des espaces de vie, comme des espaces pour la biodiversité et comme des espaces, on peut même le dire, écologiques. Le but, je l'ai mis un petit peu volontairement, c'est de transformer ces espaces verts en prairies, leur donner une fonction de départ qu'ils avaient. Je dirais, alors ça peut peut-être parler à nos amis anglais là qui nous écoutent, partir plus comment? En France, on a souvent tendance à avoir une gestion très carrée depuis Colbert, etc. Alors que les Anglais ont une gestion beaucoup plus. En Angleterre, on quitte un jardin en fait pour rentrer dans une forêt, mais quelque part, on voit très peu la différence. En France, notamment en ville, on est dans un espace hyper calé, hyper cadré, et quand on va vers un espace un peu plus sauvage, il y a une différence qui est importante. Et l'idée de la gestion différenciée, c'est un petit peu de faire comme un petit peu la permaculture aussi, les deux sont associés. Hein. C'est de partir vers un espace et le rendre de plus en plus, si je dis le terme sauvage, c'est peut-être un peu fort, mais le rendre un peu plus naturel en fait. Et avoir une gestion beaucoup plus douce de la main de l'homme pour permettre à des insectes d'être présents et pour pouvoir à des plantes de revenir aussi, c'est hyper important. Il y a plein d'espaces hein, en ville, si on fait des fauches beaucoup moins importantes, on voit réapparaître des orchidées. Il n'y a pas besoin d'aller sur une pelouse à orchidées en fait, dans des lieux dédiés. Même à l'intérieur d'une ville, on peut trouver plusieurs espèces d'orchidées. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Alors, on y passe un petit peu de temps quand même sur ces projets. Quand on vient dans une collectivité, hein, c'est un travail de fond qu'on essaye de mettre en place. Donc, on voit que les inventaires nous prennent 2 jours et demi.
Alors, on reviendra un petit peu plus loin. Quand je parle d'inventaire faune-flore, les inventaires faune sont principalement des inventaires avifaune, oiseaux. Donc, on va voir un peu plus loin avec des points d'écoute. Et les passages flore sont plutôt une connaissance des arbres qu'on va pouvoir recenser, des arbustes aussi, et également de quelques orchidées et quelques plantes qui sont typiques. On essaye un petit peu de voir ce qui tient un petit peu lorsque ces sites sont fauchés, et progressivement de proposer des endroits non fauchés pour voir une nouvelle végétation spontanée, comme ce qu'on appelle, arriver. Et après, l'idée, dans les préconisations de gestion, c'est d'apporter des aménagements. Alors, il y a des aménagements qui se feront avec la population, je pense, ou avec des enfants. Je pense notamment aux nichoirs, aux mangeoires, des aménagements assez simples. Et après, on va mettre un petit peu l'équipe des jardiniers ou l'équipe qui sont en place dans une démarche et d'avoir une vision un petit peu différente. Alors, on verra que c'est quelque chose qui peut être bien perçu comme quelque chose qui peut être mal perçu, notamment de la part du grand public. Et ça, c'est hyper important pour nous et c'est un travail de fond. Merci pour les personnes qui parlent de vous arrêter, si vous nous entendez. On va y arriver. Et après, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de faire une partie d'animation. Donc que les enfants qui sont proches du jardin public en fait puissent se dire qu'ils aient un rôle un petit peu moteur, qu'ils puissent proposer des choses. Et ça, c'est hyper important. Et la formation, ça va être non pas d'imposer aux agents techniques une nouvelle méthode, mais de partir de ce qu'ils connaissent, de discuter avec eux, leur proposer une gestion différente et d'accepter plus ou moins de mettre sur les 2 à 5 ans, mettre des points, des objectifs qui seront atteints par la collectivité. Et on est intimement persuadé que si les gens ne sont pas convaincus par la démarche, ça ne marche pas. Ce que j'ai pas dit aussi, ce qui est important, le refuge LBO, c'est pas uniquement un label, c'est des actions à mettre en place. Et c'est toute la différence. C'est pas uniquement quelque chose qu'on obtient, donc il a une valeur effectivement de 3 ou 5 ans, mais l'idée c'est qu'au bout de ces 5 ans, des objectifs soient atteints pour pouvoir rester refuge LPO. C'est pas uniquement on a un label pendant 5 ans et on fait rien. L'idée c'est de mettre des actions en place, simples, avec l'équipe, avec la collectivité, puis l'équipe des jardiniers ou des agents, et progressivement arriver à des choses. Alors, là, vous le connaissez peut-être tous, ça c'est une photo vue d'en haut un petit peu. Donc on voit un petit peu comment il est fait. Nous, on ne se contente pas uniquement d'un site. Je dirais, on compare un peu comme un oiseau et vive les images satellites, notamment pour nous par rapport à ça. C'est qu'on va remettre le site du refuge LPO dans un contexte. Donc, si on se met dans un contexte, là, je vois un jardin très façonné par l'homme, mais je vois aussi juste en bordure du site, ici, donc une zone qui est, il y a l'Indre qui passe. Donc, qui dit eau, qui dit rivière, qui dit insecte, dit aussi corridor. On va penser aux trames vertes et bleues. Donc là, on a une trame bleue. Et un peu plus loin, on a des trames vertes. On est à vol d'oiseau, on n'est pas très loin de la forêt de Loches. Complètement à l'ouest, on est juste en bordure aussi des logis royaux, notamment de la ville de Loches. Donc très important pour nous, parce que c'est des choses qui vont apporter des grandes quantités aussi d'oiseaux, nicheuses. Et on s'aperçoit très vite que ce jardin a une fonction assez importante de nourrissage pour pas mal d'espèces d'oiseaux. Et on verra même un peu plus loin, quand on fera le descriptif des espèces qu'on voit, il a même un rôle pour des espèces qui passent en migration, notamment en petits bassins qui ont été installés à l'intérieur, où il y a des espèces relativement assez rares qui sont arrêtées. Et on verra un peu plus loin aussi, il y a des espèces très très rares qui peuvent survoler ce site. Donc tout ça pour vous expliquer qu'on essaye dans la majeure partie du temps de mettre dans un contexte, parce que c'est assez important pour nous. Alors, on va en venir maintenant un petit peu dans les pratico-pratiques. Je vous ai parlé tout à l'heure d'IPA. Alors, IPA, ça veut dire indice pondéré d'abondance. Donc, c'est un mot un petit peu compliqué. Ça fait partie des stocks. Suivi temporel
Pardon, j'ai une personne qui arrive. Suivi temporel des oiseaux communs. Donc, c'est quelque chose qui est important. On va faire des suivis, en fait, notamment pour le stock, des points d'écoute de 5 minutes. Et nous, dans le cadre des refuges, on a choisi donc de faire des IPA. Des IPA, c'est des points d'écoute de 20 minutes. Donc, on va passer 4 fois ou 8 fois, donc à des dates clés, hein, donc notamment au niveau des passages migratoires, donc prénuptial avant la reproduction, notamment en février, et postnuptial après la reproduction, juillet-août. On va essayer de faire un passage durant la période hivernale pour voir les espèces qui peuvent être présentes. Et également, après, ce qui va être important pour nous, c'est la période de nidification. Savoir si le site, en fait, en lui-même, accueille déjà des espèces nicheuses, et si ce n'est pas le cas, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour permettre à ces oiseaux de pouvoir nicher. Donc, c'est assez important. Donc, j'ai mis quelques espèces qui sont qui ont un petit peu leur rôle. Donc, vous avez la bergerette des ruisseaux qui est là. Je vous ai dit la présence de l'Indre qui est hyper importante pour nous. Plus pas mal d'insectes dont elle va venir se nourrir, la zone de bassin, un petit filet d'eau aussi qui passe à l'intérieur. Juste sur la droite, vous avez le gros bec. Alors, le gros bec, il affectionne énormément les ifs, notamment les arilles, les petites baies qui va manger à l'intérieur, donc ça c'est assez important. Et après, aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut apercevoir de temps en temps le martin pêcheur. Enfin, c'est pas si bizarre que ça. Le martin pêcheur, il est présent parce qu'il y a l'Indre qui est juste à côté, donc il va passer lui en ligne droite à l'intérieur du site. Petite anecdote, justement, j'étais en comptage et il y a un martin pêcheur qui m'est passé juste devant. Et en regardant sur la carte, il va simplement d'un point de l'Inde vers un autre point assez rapidement. Et un fait un peu plus bizarre, donc là je dis merci à Rudy s'il m'entend, l'agent qui travaille vraiment sur le site. Dans un arbre, il y a un couple de canards mandarins qui a niché. Donc ça on en reparlera un peu plus loin tout à l'heure, mais c'est la petite anecdote du site parce que c'est le premier site où il y a des mandarins qui nichent dans un vieil arbre notamment et qui était avec des branches assez mortes, enfin des branches mortes, pardon, et avec une grosse cavité qui s'est créée, donc qui peut servir à la chouette-ulotte, mais qui peut servir aussi à des canards. Donc, on y viendra un peu plus loin, mais le canard mandarin, comme les guéroïdores, pour ceux qui connaissent un peu, sont des canards qui nichent dans les arbres et les jeunes tombent littéralement de plusieurs mètres de hauteur à terre avant de rejoindre une zone d'eau. Donc ça, c'est une particularité assez marrante. Et d'autres espèces après qu'on a mis. Donc on a quand même repéré, j'ai pas dit le chiffre, 62 espèces, donc ce qui est pas mal, mais qui est relativisé aussi avec la proximité de l'eau, la proximité du bâti. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on n'est pas loin aussi des grandes prairies du Roi qui sont juste à côté. Donc je dirais que le jardin est une relique ou un petit peu un faciès de ce qu'il y a juste après en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface en fait entre les prairies du Roi, qui sont beaucoup plus à l'est, et après la partie bâtie qui est assez importante avec du vieux bâti sur Loches. Donc il a un rôle assez important. Alors, je passe là. Hop. Si ça veut. Yep. Alors, pour les points d'écoute, on va les placer. Donc, on les place pas n'importe où. Alors, je ne sais pas si vous les voyez sur les petits écrans. Je vais les repréciser ici. On a un point d'écoute ici, on a un point d'écoute ici, un là, un là, un là. On a 5 points d'écoute. Ces points d'écoute ne sont pas placés n'importe où et n'importe comment. Ça a été un petit peu réfléchi. Soit on fait des lisières des sites. Là, notamment pour celui-là, on avait un effet lisière assez important avec une zone arbustive ici très présente, donc très intéressante pour nous, ornithologues. Le kiosque qui est un petit peu le point central et nous permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble. Ce point-là, donc à côté des jeux, lui, il est très intéressant parce qu'on est à proximité d'une zone d'eau et on a une ouverture relativement assez grande plein nord, ce qui m'a permis de voir pas mal de rapaces notamment. On en reparlera un peu plus loin.
Cette petite zone située, on va dire ce point 4 et ce point 5 pour faire simple, sont des zones très très intéressantes. Proximité de l'eau, indéniable, et proximité des édifices aussi. Donc là, c'était un petit peu pour savoir un petit peu ce qui passait sur l'eau, et cette haie aussi, je n'en ai pas parlé, tout l'entrée nord en fait du site est très riche, notamment avec quelques présences d'arbres morts, donc très intéressantes pour nous. Et ce petit coin qui va être aménagé là dans quelques temps est aussi relativement très intéressant parce que il y avait une petite colonie de moineaux domestiques, mais avec plein d'espèces aussi qui venaient s'alimenter des grives musiciennes, des grives mauvies en période hivernale, et vraiment très 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 riche. Et la partie centrale, on va voir un peu plus loin, cette partie centrale très arborée là, qui se découpe avec des vieilles essences, des essences relativement plutôt rares qui sont assez intéressantes. Alors, on a une zone, on a fait un quadrillage donc avec des points, et après on a mis des petits codes couleurs. Donc on essaie de déterminer après les types d'habitats ou les types de milieux qui sont présents et de faire des corrélations en fait entre les habitats présents et les espèces présentes. Donc quand on fait des études comme ça, nos entrées, c'est soit une entrée milieu, c'est soit une entrée espèce, donc oiseaux principalement, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou également aussi interaction avec l'homme. C'est assez important aussi de savoir, on a ce cas-là notamment dans les jardins, comment les pelouses sont utilisées et comment on peut faire au mieux pour à la fois que des enfants puissent venir s'amuser, c'est un des rôles aussi d'un parc, et à la fois aussi que ces sites soient des zones préservées aussi pour les espèces. Je pense à plein de petits passereaux qui nichent là, des espèces communes, hein, je pense au merle noir évidemment. Pinsons, accenteurs sont des espèces qui vont nicher dans des zones de forêt qui est très présent sur ces sites-là, mais comment on peut faire en fait pour avoir d'autres espèces encore plus présentes? Donc on y réfléchit. Il y a une petite zone aussi où il y a des petits paquets de conifères, notamment des épicéas. Donc les épicéas, là on se pose des grosses questions parce qu'ils ont du mal un petit peu suite au réchauffement climatique, ça pose un petit peu problème. Ils sont en train de sécher sur pied. Et si ces arbres-là sèchent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours ce principe de précaution par rapport à des gens qui se déplacent, qu'on entend aussi. Mais nous, on va essayer d'apporter un rôle. Si un arbre est mort, en fait, il n'est pas réellement mort pour tout le monde. Il y a des chauves-souris, j'en ai pas parlé aussi. Il y a une collègue qui travaille dessus aussi sur certains sites. Et on va essayer un petit peu de préserver ce qui est en place pour pouvoir le mettre. Et après, par rapport à ce qu'on voit aussi, on voit qu'il y a des zones qui sont des pelouses typiques. Et ces pelouses-là, si on fait des inventaires entomologiques, c'est-à-dire pour tout ce qui est insectes, on s'aperçoit qu'on a une diversité qui est pas importante. En fait, ce qu'il faut que vous gardiez en mémoire, aussi bien chez vous, plus un site a une hauteur d'herbe importante et plus le nombre d'insectes est important. Et plus c'est bas, et plus le nombre de fourches est important, et moins il y a d'espèces. Alors après, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de mettre, alors j'ai pas tout mis, je pouvais pas vous mettre tout le rapport, mais on a essayé de mettre les zones qui étaient les plus représentatives. Donc on choisit un milieu, et on a identifié des espèces remarquables, donc accenteurs, pinsons, merles, comme vous pouvez le voir, plutôt des passereaux qui sont dans des zones qui ont des zones d'échange assez importantes. Et on va mettre les enjeux en fait, tous les enjeux de ce milieu. Et par rapport à ces enjeux, il va falloir on va faire des propositions. C'est les fameux objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est de garder ça un petit peu en idée, et c'est pour après en fait laisser se dire que ça va être des préconisations de gestion qui vont être mises en place, donc au bout des 5 années, et progressivement ça va être je dirais de redonner un côté vraiment naturel en fait à ce milieu. Donc là, typiquement, d'un point de vue d'un œil de naturaliste en tout cas, on voit qu'on a une haie taillée. Alors,
Le terme qui n'est pas joli, c'est taillé au cordeau. Ça peut faire un peu peur, mais c'est un peu ça. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que juste derrière, vous avez l'Indre. Donc voilà. Donc l'impact direct qu'on peut avoir sur un site comme ça, c'est une taille qui soit faite par exemple en mars-avril. Donc là, c'est la catastrophe parce que vous avez plein d'espèces. Alors, je parle évidemment aux collectivités, mais je parle aussi au grand public qui parfois taillent au printemps en se disant j'ai pas eu le temps de le faire cet hiver. Et là, c'est un peu la cata parce que vous pouvez avoir un merle, par exemple, vous êtes en train de tailler, vous regardez et bon, la femelle, elle abandonne sa nichée. Donc, s'il y a des œufs, je dirais que c'est moins pire, mais s'il y a des jeunes, bon, c'est un peu dommage. Donc, l'idée, c'est un peu vu qu'on a parlé de trame verte et puis la trame bleue qui est juste derrière avec l'Indre qui passe, c'est un petit peu de redonner un port un peu plus naturel de ces espèces. Ce qui n'empêche rien. Les essences seront toujours là, elles auront un rôle un peu plus important pour bloquer les vents. Ça va attirer beaucoup plus d'espèces et également au niveau des insectes. Donc, c'est l'idée aussi de pouvoir faire ça. Donc, on parle de proposer un port naturel pour les espèces. Et si, parce que là, on est en plein dedans, par rapport à des espèces qui sont plantées, qui sont anciennes, on a le problème avec le réchauffement climatique, en fait, avec plein d'essences donc essence, c'est espèces, qui sont en train de disparaître. Et l'idée, c'est d'essayer de replanter avec des espèces indigènes, le mieux adapté au terrain. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est toujours un dilemme, en fait, entre mettre quelque chose de beau dans un parc, mais qui soit encore adapté au terrain et qui soit vraiment fonctionnel. Je continue. Donc après, comme vous l'avez vu, comme dans tous les parcs que vous connaissez, les vieux parcs, on est souvent intéressé parce qu'il y a une zone arborée. Donc qui dit zone arborée dit des grands arbres, souvent anciens. Et là, il y a des enjeux assez importants. Enfin, il y a des enjeux à tous les niveaux, sans jeu de mots. Plus on descend vers les haies et tout ça, et on a plutôt des petits passereaux, et plus on va monter vers la strate arborée, ou la zone arborée, c'est l'étage arboré, et plus on va avoir des espèces qui vont être, je dirais, patrimoniales ou importantes. Je pense à la chouette hulotte, qui est présente dans tous les parcs grâce à ces arbres-là, et notamment grâce à des branches souvent qui sont mortes. Et là, dans le cas pour le jardin de Loches, qui est très important pour nous, c'est l'arbre mort qui a permis enfin, l'arbre avec la branche cassée, il n'est pas mort, autant pour moi, qui a permis notamment au canard mandarin de pouvoir rentrer et de pouvoir en nicher. Donc, après, toutes ces strates, on a parlé encore d'arbres morts, ça va être important notamment avec des oiseaux qui vont pouvoir en nicher ou qui vont pouvoir se nourrir. Je pense notamment au pic. On n'est pas très loin de la forêt de Loches, qui est, pour la petite histoire, qui est la seule forêt domaniale en Touraine qui accueille les 6 espèces de pics qu'on a, donc c'est pas rien. Et donc, il est évident que par rapport à ça, il faut qu'on puisse conserver quelques arbres morts, mais comme je vous l'ai dit, en faisant attention en fonction d'où ils sont, pour pas que ça tombe sur quelqu'un. Et l'idée aussi, il y a souvent dans les parcs, il y a des travaux d'élagage, c'est-à-dire de redonner un petit peu, de casser, enfin, de couper ce qui est mort. Et souvent, nous, vous voyez, on va préconiser des périodes d'élagage hors période de nidification. Ça peut paraître évident, mais si c'est pas stipulé, il y a des fois, ça peut être fait en pleine période, si notamment le grimpeur n'a pas le temps de passer ou en fonction de sa charge de travail. Et on sait que c'est un réel problème. On a régulièrement des appels à l'LPO pour des hérissons qui ont été retrouvés, des choucas dans des platanes, etc. Et donc ça, on se doit d'avoir un impact assez important par rapport à ça et de faire attention. Alors, comme on l'a dit aussi, je continue. S'il veut bien. Voilà. Donc, les bassins. Il y a une densité au niveau de bassins et de zones d'eau au niveau de ce jardin qui est relativement très impressionnante. Donc, dans ces bassins, il y a des poissons. Et qui dit des poissons, dit des insectes aussi. Et dit aussi des espèces qui vont pouvoir venir s'y nourrir.
Donc ça, c'est assez important. Et je pense qu'une espèce que vous connaissez tous, c'est le héron cendré, qui à l'occasion aime bien venir un petit peu manger et de voir ce qui se passe. Et c'est assez important pour nous. Donc, ce qui est important aussi, donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'arbres. Donc, ces feuilles, évidemment, vont tomber dans l'eau, vont faire une zone de vase. Alors, la vase n'est pas forcément négative. Ça va permettre aussi à des grenouilles de passer l'hiver, entre guillemets, bien au chaud, sous la vase ou dans la vase. Et ce qui peut permettre aussi, quand on laisse une petite végétation en bordure de ces bassins, c'était un petit peu le cas, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de renforcer en fait. Ça va permettre à des libellules d'être présentes. Donc les fameuses odonates, donc pas mal d'espèces qui sont protégées. Et ça peut être aussi sympa d'avoir un jardin et vu la proximité d'eau, de se dire qu'il y a des larves de libellules qui sont dans l'eau et puis au printemps, en mai notamment, plein de libellules qu'on va pouvoir observer. Donc ça peut être bien. Et après, au niveau des amphibiens, on peut essayer de faire des choses. Et quelque chose qui marche bien aussi, ça on l'a proposé dans cette fiche-là notamment, c'est de proposer à terme un petit peu des panneaux pédagogiques pour expliquer un petit peu. On a déterminé différents habitats, différents bassins, notamment comme ce qu'on vient de parler là, et un petit panneau pédagogique pour présenter la vie d'une mare, par exemple, à côté des bassins, ça peut être très très bien. Ou après, pourquoi on laisse pousser un peu plus la végétation? Parce que c'est important et que ça permet à des insectes d'être là. C'est pas un non-entretien, comme souvent ce qui est perçu du grand public, mais une gestion qui est différente et qui est beaucoup plus favorable à la nature et à l'homme aussi. Et donc c'est un milieu qui est relativement très humide ici, hein, par rapport à la proximité de la rivière, etc. Mais cette hauteur d'herbe un peu plus haute aussi va être assez importante parce que ça va faire des corridors, ça va permettre à pas mal d'espèces d'être là, comme on l'a dit aussi à des libellules de pouvoir se métamorphoser. Et quand on a la chance de voir ça, si on se balade gamin ou pas gamin, c'est toujours un moment assez privilégié de voir une libellule qui se transforme en fait. C'est vraiment chouette. Alors, l'élément vraiment déterminant, et il y a des rivières qui sont canalisées, d'autres pas canalisées. Il s'avère qu'à cet endroit-là, juste un peu en aval, il y a un barrage pour écouler l'eau, mais si je dis pas de bêtises, en amont, peut-être à Périsson, il y en a peut-être un à Périsson, mais on est sur une partie relativement assez sauvage et pas trop canalisée. Donc là, par rapport à la haie qui était à côté, qu'on a vue sur une autre diapo, ce qui est assez important, c'est qu'il y a plein d'arbres qui ont été laissés. Encore, je réitère, il y a déjà une démarche qui est en place, notamment par rapport à l'agent qui travaille tous les jours, notamment Rudy. Il y a vraiment une démarche de laisser les arbres donc il y a des zones qu'on retrouve, ce qui n'est pas habituel. Enfin, ce qu'on peut trouver en bordure d'une rivière, je dirais sauvage, mais pas forcément en zone urbaine ou périurbaine. Et donc ça, c'est relativement assez important. Et donc on avait pas mal discuté. Là, on a un enjeu, comme je vous le disais, c'est pas uniquement que le jardin. On a l'enjeu de la rivière qui est à côté, qui peut être amené aussi à déborder. C'est là aussi, il faut comprendre, c'est pas uniquement un jardin. Le jardin et la rivière sont intimement liés parce que la rivière, quand elle déborde, elle peut déborder dans le jardin public. Bon, après, le bassin du jardin public déborde pas dans la rivière, mais enfin, repart dans la rivière. Et donc, il y a toute une jonction entre les deux qui est importante et qui est à prendre. Donc, la rivière qui est là va apporter énormément, va être un bassin ou un réservoir en fait, pour pas mal d'espèces. Donc, je pense aux odonates, mais je pense aussi aux chauves-souris. C'est donc un territoire assez fantastique de chasse le soir pour les chauves-souris. Il y en a plein, plein, plein. On voit un peu plus loin, si vous regardez un petit peu sur la photo, en haut de la photo, on s'aperçoit que sur le haut il y a du vieux bâti. Et ce vieux bâti va permettre aux chauves-souris d'être présentes. Il y a un tout petit peu plus loin aussi, on a des populations d'hirondelles de fenêtre, d'hirondelles rustiques, et une grande population de martinets noirs. Donc toutes ces trois espèces que j'ai citées vont avoir un besoin assez important de la rivière pour pouvoir
se nourrir. Donc l'idée, c'est réfléchir un petit peu. La haie qui est juste à côté, comment on la gère, en fait, comment on la laisse avec un port naturel pour permettre à toutes ces espèces un petit peu de cohabiter. Donc c'est assez important. Donc ça, c'est un petit peu je dirais la partie étude qui prend pas mal de temps, avec la rédaction d'un rapport qui sera à terme disponible, qui sera envoyé très prochainement à la mairie de Loches. Et donc, tous les tableaux, je pense qu'il sera consultable sur place, en mairie. Donc, en tant qu'habitant, si vous êtes habitant, ou pour savoir, ou même si vous êtes intéressé en tant qu'adhérent de la LPO ou d'autres associations, il y a moyen de faire un partage de ces informations. L'autre partie qui est très importante, c'est bien de faire des études ou de parler de choses, mais si on ne met pas la main à la pâte, si les enfants ne sont pas acteurs dans ce projet, ça ne marche pas. L'idée d'un projet refuge, et j'y tiens vraiment beaucoup, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Tout le monde ait à peu près la même approche, vous voyez des choses. On ne peut pas demander à un enfant là c'était des CE1, donc des enfants de 8 ans de faire la gestion du site. Par contre, on peut leur demander un petit peu de découvrir les oiseaux, de faire des choses pour que ce site soit encore plus riche. C'est un peu notre idée. Donc, sur ce projet pédagogique, donc qui se passe en 4 séances, on part sur quelque chose de très général, les oiseaux généralités. Donc l'idée, c'est de poser un petit peu des questions, que les enfants sachent. Donc ces actions maintenant sont faites par mon collègue Baptiste Boulet, donc qui est animateur nature chez nous, à la LPO Touraine. Et l'idée, donc, c'est un petit peu de débroussailler, qui part sur une demi-journée avec des jeux. Il faut que ça soit ludique pour ces enfants. Et après, progressivement, les emmener vers des choses. Donc, les oiseaux en hiver, c'est de leur faire prendre conscience aussi que quand il fait froid, notamment comme ce matin, les oiseaux ont besoin de nous, d'où la pose de mangeoires, d'où la pose un petit peu de graines de tournesol qu'on va mettre dedans. Et l'idée, c'est un petit peu d'apporter quelque chose. Il y a 2 mangeoires qui ont été installés, et pas uniquement à l'agent, en fait, aux agents du parc de faire des choses, mais aussi aux écoles, de les rendre acteurs, en fait, de les rendre acteurs d'un site qui est à côté de chez eux. Et progressivement, donc la saison avançant, on va partir vers la nidification. Donc là, ça va être la fabrication de nichoirs. Et particularité, notamment quand on travaille avec des collectivités, c'est de proposer aussi aux agents qui sont dans la collectivité de fabriquer les mangeoires, on leur fournit les plans, ou de fabriquer les nichoirs et après de pouvoir l'installer avec les enfants. Et l'idée, à la fin, c'est un petit peu de leur faire découvrir les espèces qui sont présentes. Si on n'a pas cette dernière vision, on perd un peu du projet. Ils ont posé des choses, ils ont besoin de voir la mangeoire qu'ils ont posée, ils ont besoin de voir le nichoir qu'ils ont fabriqué dans un endroit précis, et après de revenir au cours des saisons et de revoir un petit peu les espèces. L'idée, c'est d'avoir une approche auprès des enfants pour qu'ils aient une approche neutre, mais une première approche de la nature. Après, eux feront ce qu'ils veulent de ce qu'ils ont reçu, et progressivement que cette sortie soit assez intéressante pour eux. Alors, je continue, parce que je suis peut-être un peu long. Alors, ce qui est important aussi, comme je l'ai dit, donc en fonction des collectivités, soit il y a 1 ou 2 demi-journées d'animation. Il y a des fois, avec certaines collectivités, on va prendre on va travailler avec le club de randonnée, etc. Et là, donc, il a été décidé de proposer une sortie. Donc, on l'avait fait un mercredi après-midi. Donc, il faisait relativement très chaud, de souvenir pour ceux si des gens étaient là. Il faisait super chaud, je crois qu'il faisait 32 degrés ou un truc comme ça. Et l'idée, ça n'a pas été. On n'est plus dans la conception, on explique des choses et on montre des choses. Là, j'essaie de rendre acteur en fait le grand public. Donc avec des petits jeux sur des chants d'oiseaux pour les reconnaître.
On avait parlé des territoires, les territoires des oiseaux, les différents habitats, et les mettre un petit peu acteurs. Voilà, vous avez un jardin comme ça, on a expliqué des choses, qu'est-ce que vous verriez à mettre en place pour favoriser la biodiversité. Donc ça a été relativement assez riche. On était une dizaine de personnes, on était de toute façon limité, je crois qu'on était masqués. J'en ai pas parlé, mais c'était 2020, c'est ça un peu, on était tous masqués, donc là il fallait le faire comme ça. Mais les gens ont vraiment joué le jeu et c'était vraiment très, très riche. Alors, ensuite, là, vous allez... c'est une diapo que j'ai mis, mais si vous lisez sensibilisation, formation pour les agents techniques, c'est prévu en janvier prochain. Donc, la photo que vous voyez est une photo d'une ancienne... avec une autre collectivité, avec la collectivité de Nazaire-les-Gonds, parce que je n'ai pas encore fait la formation. On devait la faire en novembre, là, et suite à des problèmes techniques, on la déplacera en janvier. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, on part avec des agents. On a des agents convaincus, on a des agents qui se disent oui, bon, ok, mais pourquoi pas, d'autres pas du tout. Et l'idée, encore une fois de plus, c'est un échange de savoir. C'est pas l'ALPO qui arrive et qui impose, faut faire comme ça ne marche pas. Et puis c'est pas du tout notre intérêt. L'idée, c'est un petit peu que les gens un petit peu s'approprient en fait. On explique la gestion différenciée. On parle beaucoup des oiseaux et du bâti. C'est une thématique aussi qui est assez importante. Et là, on voit qu'ici, on a les deux, côte-côte. Donc le bâti qui est tout proche, la rivière, le jardin, donc les deux sont vraiment associés. Et on va donc répertorier un petit peu les avis et mettre les agents en situation. C'est-à-dire, on vous a expliqué des choses, vous, comment vous verriez la chose. Donc c'est quelque chose qui en général marche très très bien. Des gens, ça permet aussi d'avoir un autre regard, y compris pour nous, chargés d'études, ça nous permet aussi d'avoir vraiment la vision de terrain qu'on a aussi. On a nos idées, mais permettre aussi de comprendre comment ça fonctionne pour les espaces verts. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, tous les jeunes maintenant qui sortent des écoles, en fait, ont forcément la vision de la gestion différenciée. Donc, ce qui nous permettra dans les années futures, je l'espère, d'aller beaucoup plus loin. En fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on a fait un petit bilan. Alors là, j'ai mis les points positifs, les points à mettre en place. Je vais essayer d'être synthétique. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce qui a marché et ce qu'on peut faire de mieux avec un autre projet refuge ou avec ce même projet. Donc ce qui est important, alors je ne sais pas si les gens qui m'ont aidé sont là, mais ce qui est toujours important pour qu'un projet marche bien, en fait, il faut que le personnel soit vraiment impliqué. Et là, donc le chef de service, Madame Poilane, je tiens à la remercier parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup, qui s'investit beaucoup dans ce projet et qui a fait pas mal de ponts et c'est vraiment chouette. Je pense aussi à Rudy aussi qui a fait plein de choses qui vraiment moteur et déjà acquis par la cause, je pense. Donc ça c'est assez important. Là, je me fais un peu le relais de Baptiste parce qu'on a pas mal échangé. L'école a vraiment été vraiment à fond, si je puis dire, et en partie grâce à l'implication de l'enseignante qui a vraiment joué le jeu. Et pour le vécu du grand public, moi j'ai vraiment trouvé un grand public avec qui venait aussi par l'entrée oiseau, mais qui venait aussi par l'approche biodiversité et qui voulait savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est... Avant, on était plutôt dans des animations et maintenant, on s'aperçoit vraiment que les gens viennent chercher des connaissances et ça, c'est un plus. Donc la conférence, je ne peux pas vous en parler parce qu'elle aurait dû être faite, mais elle sera faite un peu plus tard. Et
Et après, l'idée, les points positifs aussi, ça c'est tout nouveau pour nous, mais là, c'est que maintenant on va mettre 5 ou 10 objectifs en fait, qui vont être mis en place, que la collectivité, au bout des 5 ans, devra valider. Je vous ai montré un petit peu des choses et donc on reviendra dans 5 ans. Alors, on reste tout le temps en contact avec évidemment la collectivité, hein, et pour des questions techniques, s'il y a besoin, on est toujours à l'écoute, on a un numéro de téléphone et ça marche plutôt bien. Et ça, c'est assez important. Alors, les points à mettre en place, j'ai fait le parallèle rapide. Donc, c'est les préconisations de gestion qu'on a fait, au moins d'en mettre quelques-unes. Donc, j'ai dit 5 ou 10. Donc, souvent, on part sur 5, puis progressivement, on augmente. Et je pense un truc, mais ça, c'est pas propre à la mairie de Loches, je l'entends bien, c'est propre à beaucoup de collectivités. J'étais amené à travailler avec avec plusieurs services dans la collectivité. Et les informations, il y a des fois, comment dire, passent, mais passent pas toujours bien. Donc il y a des fois, il faut, ça sera, je dirais, ça peut être un point amélioré d'une meilleure coordination des actions. Et un truc que j'insiste aussi et que je tiens beaucoup, quand on travaille pour une collectivité, donc je travaille avec des gens, je travaille avec monsieur le maire, je travaille avec un ou une chef technique, mais je travaille beaucoup avec des agents aussi. Et au fur et à mesure des années, maintenant, je m'aperçois, enfin, je suis convaincu un petit peu que les agents, tout en étant là-bas, sont le pilier fort en fait de la pyramide sur lequel on veut arriver. Si ces gens-là ne sont pas convaincus, on n'y arrive pas. Et donc à mon niveau, enfin, je pense que l'écoute est importante, mais je pense que l'écoute, même auprès de la collectivité, doit être importante de ces gens-là. Parce que c'est l'interface directement, ils sont l'interface entre. Si on met des choses en place, je pense à une gestion différenciée, si l'herbe n'est pas coupée, c'est eux directement qui prendront, ce qui peut être une crainte d'ailleurs pour les agents très souvent, de ne pas, comment dire, de ne pas être soutenu par la collectivité, ça peut être un petit peu dangereux pour eux. Donc ça, c'est quelque chose à faire important. Et à terme aussi, donc même si ce site est un refuge LPO, donc ça va être une plus-value et pour la biodiversité, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra mettre en valeur à terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer ce projet? Parce que effectivement, on n'est là que 5 ans. 5 ans, ça passe vite. Et alors, on l'a dit, mettre en place les actions. Après, gestion différenciée. Alors, on l'a fait sur un site, mais pourquoi pas le mettre sur différents sites? Se dire, tiens, maintenant, sur les espaces qui sont gérés dans la commune, ma phase test, c'est le jardin public de Loches, mais pourquoi pas, je le ferai à l'ensemble de mes espaces verts. Donc ça, c'est assez important. Et souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on peut, c'est de créer un groupe local aussi de la LPO. Donc on en a eu quelques-uns. Et on a aussi que ces gens soient salués aussi là, je sais qu'ils nous écoutent. Je pense à Nicole et Pierre. J'en ai pas parlé aussi, mais qui m'ont beaucoup aidé dans ce cadre de ce projet. Et voilà, qui sont des piliers aussi importants pour le Lochois en matière de biodiversité. Et la petite dernière, voilà. Merci de votre attention.